Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est dimanche, bonjour, c'est dimanche, fête des mères, bonne fête à toutes les mamans de la terre, spécialement celles de l'espace francophone. Vous dites sans doute en ce jour de joie si les fruits de vos entrailles resteront protégés et connaîtront la joie que toutes les mères voudraient pour leurs enfants. Le monde est devenu dangereux, point n'a plus besoin de se rendre dans le Far West pour connaître l'insécurité et la peur. Même les enfants ne sont pas à l'abri, y compris dans les écoles primaires, puisque c'est dans une école primaire aux États-Unis que 19 tout petits de 7 à 10 ans ont trouvé la mort, martyrisés par les tirs d'une arme automatique d'un adolescent lui-même âgé de seulement 18 ans. Aux 19 enfants américains, il faut ajouter depuis mercredi 11 bébés sénégalais emportés dans l'incendie d'un hôpital de Dakar. Ces deux pays sont pourtant en paix. Question, la paix continue-t-elle pas à signifier l'absence de guerre? Chaque jour, presque, les terriens gémissent de plus en plus fort, et particulièrement en Afrique, où les défis du quotidien restent nombreux et variés, à savoir des défis alimentaires, sécuritaires et identitaires. Cette semaine, une équipe de France actuellement sans Mbappé, mais ce n'est pas une équipe de France. Donc, moi, c'est un joueur que je vois qui était dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. C'est son heure. Il faut être content quand c'est l'heure des autres. En fait, il faut être content pour les autres. Parce que ce que les gens ne comprennent pas dans la vie, si vous n'êtes pas content quand il y a la réussite chez le voisin, la probabilité que cette réussite vous atteigne est très faible. Parce que vous n'êtes pas altruiste. Donc, il faut être content quand ça arrive aux autres. Et je pense que actuellement, c'est l'année de Benzema. Et il n'y a pas de commentaire possible. Il n'y a pas de compétition possible. Il mérite la Ligue des Champions. Il mérite le Ballon d'Or. C'est clair, on sent que vous maîtrisez cette actualité liée à la Ligue des Champions. Mais la prochaine question que je vais poser, elle va paraître plutôt difficile pour un certain nombre d'Africains, y compris vous. Est-ce que vous savez que la finale de la Ligue des Champions africaine va se jouer incessamment? Désolé, mais je n'étais pas au courant. Je suis désolé, je vous dis la vérité. Je n'étais pas au courant. La finale de la Ligue des Champions. C'est contre quelle équipe? Ça va se jouer demain. Demain? Demain lundi. Bon, c'est ça aussi la situation qui est un peu paradoxale que sur le continent africain. On semble carrément ignorer ce qui se passe. Aujourd'hui même, si je pose la question aux Togolais, quelle est l'équipe qui occupe la première place? J'ai parce que jusqu'à la remise de trophée, hier, je suis resté avec des amis jusqu'à 1h du matin parce qu'on fêtait la victoire du Real et que je ne sache pas que c'est la finale de la Champions League africaine. C'est la même chose pour un certain nombre de Togolais. Si je leur pose la question sur le championnat national, il ne peut pas... Non, mais je suis quand même le championnat national. Le championnat quelle est la situation? Non, mais Asco est champion du Togo pour la 3e fois. Et sous le mandat de Menya Simbe qui, pour la 2e fois, il est en train de transformer le football togolais, il est en train de transformer la vie de ce club. C'est le lieu de saluer le travail que ces deux députés, qui est un collègue qui fait un travail formidable au niveau de Asco. Je pense que il y a espoir. Quand je vois un certain nombre de choses, quand je vois cette nouvelle génération aux manettes, aux affaires, je pense que nous pourrons espérer dans quelques années. Il y a espoir. On se rappelle, vous avez dû saluer la dernière victoire de l'ASCO quand l'ASCO était champion à l'Assemblée nationale. Je me rappelle. Oui. C'est parmi les divers, et puis c'est moi qui ai soulevé la question, et puis j'ai pris la parole pour saluer. Vous allez applaudir à nouveau le président Menya Simbe? Pas applaudir, mais saluer le travail qu'il fait, parce que quand ça arrive à un collègue, il faut le féliciter. Il faut l'encourager pour ce qu'il est en train de faire pour le football togolais. La finale de la Ligue africaine des champions va opposer à la Ligue d'Égypte, à Wydad Athletic Club de Casablanca. C'est une équipe du Maroc. Malheureusement, les Africains, ou de plus en plus d'Africains, oublient ce qui se passe sur le continent. C'est vraiment dommage. C'est aussi, nous devons nous affranchir des stéréotypes et nous donner les moyens d'avoir aussi de peser sur l'actualité et d'avoir des canaux. Parce que ce n'est pas suivi parce que nous suivons des chaînes extérieures, il n'y a pas véritablement de chaînes africaines qui font la promotion du football africain. C'est ce qui est dommage.
Moi, je suis un panafricaniste parce que le Parti démocratique panafricain, c'est un parti panafricaniste. Et je suis pour l'émancipation de nos pays, l'émancipation des peuples. Je suis pour une lutte d'autodétermination des peuples pour que nous puissions nous affranchir d'un certain nombre de choses qui pèsent sur nous. Et quand vous voyez le football, c'est vraiment une honte si on n'est pas au courant, si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur le continent. C'est aussi à la fois notre responsabilité et c'est le lieu de dire que nous devons nous ressaisir pour créer des organes qui puissent faire la promotion du football africain. Et ça, c'est essentiel et important. Y compris également les médias, parce qu'aujourd'hui, même l'Afrique est arrosée par de très grands médias qui ont beaucoup plus de moyens. Y compris les médias. Quand vous voyez la guerre Ukraine-Russie, c'est là où vous voyez l'importance des médias. C'est là où vous voyez, parce que quand vous voyez des chaînes qui se disent professionnelles, crédibles, et vous voyez un peu l'orientation de ces chaînes au niveau européen, vous vous dites que ça c'est un scandale. Si c'est une chaîne africaine qui orientait l'information comme ça, ou l'édito comme ça, on allait dire que nous ne sommes pas sérieux. Mais c'est ce qui est fait. En réalité, nous sommes dans l'ère de la dictature des médias. Nous sommes dans l'ère de la dictature des médias qui, en sous-marin, il y a des politiciens qui tirent les câbles. Mais dans cette guerre-là des médias, on peut encore se demander quelle est la part de l'Afrique, parce qu'il n'y a pas de médias inexistant, assez... à part africain avec inexistant. Inexistant. Et ça, c'est une honte pour nous. 50 ans après, c'est une honte pour nous. Et c'est le lieu de saluer au moins une chaîne togolaise, New World, qui quand même est en train de faire un travail formidable sur le plan, même si on me dit que c'est pour acheter des droits de diffusion, des compétitions, mais c'est quand même, ils sont en train de s'affirmer sur le plan continental. Ceux qui ont de l'argent, il faut financer. Notre football, revenons au football, nous devons normalement, avec la loi de finances, la loi sur le sport que nous avons voté, normalement, d'ici quelques années, avoir des clubs professionnels. Des clubs professionnels à partir de 110 millions. Et c'est ceux qui ont les moyens de pouvoir investir dans ce secteur. Je vous assure que d'ici quelques années, le football sera un secteur qui pourra générer d'énormes capitaux. Donc investissez là-dedans. Qu'ils investissent également dans les médias, parce que... les médias aussi, et puis profitons de votre antenne, il faut augmenter la dotation des médias. Si vous voulez que les gens vous critiquent, sérieusement, qu'ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire, donnez-leur leur moyen d'exercer leur profession sans être sous pression. Quand vous ne trouvez pas à manger, vous êtes sous pression. Quand vous n'avez pas de véhicule, vous êtes sous pression. Quand vous, en tant que journaliste, patron d'organes, vous n'arrivez pas le matin à donner 5 000 à votre femme ou 1 000 francs à votre femme, vous n'avez pas à payer la scolarité de vos enfants, et que quelqu'un commande un article et que vous donne 50 000, vous êtes sous pression. Ça, c'est une réalité. Des fois, nous faisons la gueule de bois, nous venons, c'est beau, on est bien endimanché, mais en réalité, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donnons-leur, ils ne sont pas très nombreux au Togo, vous n'êtes pas très nombreux. Il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir exercer en toute quiétude. Comme ça, vous pouvez faire des critiques objectives, et j'ai l'habitude de le dire. Je vais en Côte d'Ivoire, je vais dans des pays, quand tu vois un patron de presse, il n'a rien à envoyer à un politicien. Et ce n'est pas le cas au Togo, et c'est vraiment dommage. Est-ce que c'est une situation qui est sue par tous les acteurs publics? Ben, si vous êtes du domaine, vous devez vous intéresser à la question, et puis vous devez faire en sorte que les gens ne soient pas des gens qui sont vraiment, qui y sont parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Comme vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez pas un bon comportement. Et il faut avoir des stages. On prend votre structure. Si chaque année, il y a un journaliste, un responsable, qui va en Europe avec une petite bourse, avec un partenariat avec une chaîne européenne, qui revient, il n'aura pas la même façon de travailler à son retour. Sur 5 ans, il va devenir réellement professionnel. Deuxième chose, vous augmentez la dotation. Et chaque année, en fonction de l'audience, de l'audimat que vous avez, il y a une répartition qui est faite. Il y a vos journalistes qui sont formés. En 5 ans, vous allez voir la différence. Bien, merci, c'est noté. J'espère qu'au-delà des pyramides, c'est toute la presse togolaise qui est concernée par ce cri de cœur et ce souhait que vous venez donc de formuler. C'était donc cette entame, en commençant par le football, pour aboutir là à l'actualité un peu de la presse nationale. Mais revenons à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes député là-bas, et je voudrais vous demander de nous faire un compte rendu de la semaine qui s'achève. Qu'est-ce qui s'est passé toute cette semaine? Comme d'habitude, nous avons travaillé. Les députés togolais travaillent beaucoup. C'est ce que les gens ne savent pas, parce que pour qu'une loi aille en plénière, il y a un travail de commission. D'abord, il y a un travail de l'exécutif, après qui envoie à l'Assemblée nationale. La conférence des présidents et puis le bureau de l'Assemblée nationale affecte à une commission, très souvent pour des questions politiques ou pour des questions qui touchent un peu
la constitution des tests juridiques, c'est la commission des lois qui a fait un travail formidable. Donc cette semaine, nous avons travaillé sur la charte des partis politiques et nous avons travaillé sur la modification du code électoral. S'agissant du code électoral, c'est pour permettre à aller aux élections régionales. Donc nous avons fait de la préfecture une circonscription électorale pour pouvoir aller aux élections régionales. Donc, et puis il y aura une certaine répartition des élus par rapport aux régions, les conseillers régionaux. C'est en fonction de la population. Il y aura un arrêté qui sera pris, qui va fixer ça. Donc, ça, nous l'avons fait. Et puis après, nous nous sommes planchés sur les partis politiques. Parce que, dorénavant, dans notre pays, il faut qu'on sache qui peut créer un parti politique, qui peut diriger un parti politique. C'est quoi la responsabilité d'un parti politique? Il faut faire un congrès pendant 5 ans. Vous ne pouvez pas passer 5 années de votre vie sans faire un congrès. Il faut qu'on puisse vous identifier, qu'on sache où vous êtes, que vous ayez un siège. Et ce n'est plus une commission ad hoc qui valide la comptabilité des partis politiques, mais la Cour des comptes, comme pour l'ensemble des institutions de la République. Donc voilà ce que nous avons fait. Mais qu'est-ce que cherche la Cour des comptes dans cette histoire? Non, mais si vous avez un financement public, vous devez pouvoir justifier. Et puis ça nous permet de maîtriser un peu la comptabilité des partis politiques. Parce que dans certains pays, on sait très bien que ce n'est pas le cas du Togo, mais sous d'autres cieux, les partis politiques, certains même sont financés par des circuits qu'on ne maîtrise pas. Et on est en train de parler de djihadisme, donc il faut qu'on sache d'où vous prenez vos revenus, qu'est-ce que vous en faites. Et moi, je trouve que c'est quand même important. Parce qu'il faut qu'on soit transparent. Et moi, cette disposition ne me dérange pas. Parce que nous qui avons bénéficié depuis quelques années, parce que le Togo, dès que vous êtes un parti parlementaire ou vous allez à des élections, en fonction de votre score, il y a un remboursement qui est fait sur ce que vous avez déposé comme caution. Ça, vous le savez, ça existe depuis une dizaine d'années. Donc, quand vous prenez de l'argent public, il faut justifier. Et nous avons toujours déposé notre comptabilité à la Cour des comptes. Donc, où est le problème ? Quand on parle de financement des partis politiques, souvent les financements sont connus autour des périodes électorales. Est-ce qu'en dehors des périodes électorales, les partis politiques continueront pas à être financés? Nous militons pour une augmentation de la dotation. C'est 150 millions pour les partis politiques. Et c'est ceux qui ont réussi à être au Parlement et ceux qui ont plus de 5% dans l'ancienne loi, ceux qui avaient plus de 5% du suffrage. Mais maintenant, ils ont ramené ça à 2% pour élargir. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. 150 millions, c'est... C'est très faible. Oui, mais c'est sur la périodicité. C'est quoi? C'est dit, vous prenez 150 millions chaque année? Non, nous, on ne prend pas 150 millions. Il ne faut pas dire ici, au sortir de cette émission, qu'Innocent Kabara prend 150 millions. Non, on ne prend pas 150 millions. C'est une dotation qui est faite aux partis politiques. Donc 150 millions, c'est pour tous les partis? C'est pour tous les partis. Oui, mais en fonction de vos scores aux différentes élections, en fonction du suffrage que vous avez obtenu, en fonction du nombre de députés que vous avez obtenu. C'est pour ça que ceux qui veulent obtenir ce financement, ils sont obligés de venir aux élections. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour financer les partis politiques. Si vous ne venez pas aux élections, vous n'aurez rien. Vous parlez du contrôle de la Cour des comptes. C'est pourquoi je pose la question. En période hors élection, où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de financement on n'a pas grand-chose. Public. On n'a pas grand-chose. C'est pendant la période électorale qu'on a vraiment le financement. Mais chaque année, on essaie maintenant de voir, chaque année, est-ce que les partis politiques peuvent avoir quelque chose. Et cette dotation maintenant est de 150 millions. Est-ce dit aussi qu'avant que vous ne retouchiez cette loi-là, certains partis politiques n'ont pas de siège? Oui, il y a des partis qui sont nés depuis les années 90 qui n'ont pas de siège, qui ne font aucune réunion, il n'y a pas de congrès. Et ça pose un problème. Parce que comment vous pourrez diriger un pays si vous-même vous ne faites pas de réunion au niveau de votre bureau politique? Il n'y a jamais de congrès. Vous ne consultez pas votre base. Ça pose un problème de représentativité, de crédibilité. Oui, dans cette situation que prévoit la loi, si un parti politique ne fait pas d'activité, n'a pas de siège, ne participe pas aux élections... Il y en a qui sont pour qu'on dise qu'il faut dissoudre les partis politiques. Il y en a, vous savez, nous avons une constitution libérale. Nous sommes dans un pays libéral. Il faut mettre des dispositions où vous êtes obligé de vous conformer pour qu'on sache si vous êtes actif ou pas. Mais on ne peut pas dissoudre les partis politiques. Là, nous sommes totalement contre. Si, dans un délai de 5 ans, vous n'avez pas de votre siège, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas des documents qui peuvent prouver que votre parti fonctionne, que le parti est animé. Il n'y a pas un document qui prouve que vous avez fait un congrès durant les 5 années. Ça pose un problème. Donc vous-même, vous pouvez tirer votre conclusion. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous dissoudre.
La situation aujourd'hui, c'est que le Togo compte plus de 100. Combien sont actifs? Combien sont actifs? Justement, c'est la question. Combien sont actifs sur ce nombre que je viens d'avancer? Là, peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine. Que vont devenir les autres? Non, même avant cette loi, que sont devenus les autres? Oui, c'est la question aussi. Non, mais avant cette loi, ils étaient où? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Posez d'abord la question avant la loi. Mais après la loi, c'est évident que si vous ne faites pas un travail, mais voilà, c'est les conséquences quand on ne travaille pas. Mais je pose la question sur les conséquences. Est-ce que ces partis-là vont disparaître? Parce que quand, dans les débats... Mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Il leur revient à eux de répondre à la question. Parce qu'un parti politique, c'est pas pour les élections. Un parti politique, c'est les élections. C'est comme un athlète, c'est la compétition. Un footballeur, c'est les matchs. Et si vous ne jouez pas le match, mais que vous dites que vous êtes footballeur, mais ça vous regarde. Je pose la question parce qu'il est rappelé partout, il est répété que le Togo compte plus de 100 partis politiques. C'est répété partout. Et les gens se demandent 100 partis politiques pour un tel petit pays. Dès que vous créez un parti politique, parce qu'il y a la liberté d'association, dès que vous créez un parti politique, vous pouvez avoir le nombre, par exemple, c'était 40 dans l'ancienne loi, maintenant c'est 60. Vous devez avoir 60 qui sont originaires de 2 tiers de préfecture. Donc quand il y a une liberté d'association dans notre constitution. Donc vous ne pouvez pas interdire aux gens de se réunir et de s'organiser pour pouvoir dire nous sommes un parti politique, nous voulons accéder à la magistrature suprême, vous ne pouvez pas le faire. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, vous dire si en espace de temps, vous ne prenez pas vos dispositions pour faire temps, là vous êtes frappé par la loi. Ça peut se faire. Et c'est justifié. Parce qu'un parti, c'est pour aller aux élections. Vous n'allez pas aux élections. Vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas une adresse. Ça pose un souci. Parce que n'importe qui peut venir faire ça et prendre le pouvoir. Les soucis, c'est ce qu'on veut savoir. Mais malheureusement, j'ai l'impression que vous n'avez pas la réponse parce que... Non, mais c'est pas à moi de répondre. C'est pas à moi de répondre. Nous savons Est-ce que la question a été posée au Parlement? Mais la question a été posée. Certains étaient pour qu'on puisse dissoudre un certain nombre de partis politiques parce qu'ils ne sont pas actifs. Mais je dis, nous ne pouvons pas dissoudre ces partis politiques. Ils ont été créés, il y a la liberté d'association. Maintenant, il y a des dispositions auxquelles vous devez vous conformer. Si vous ne vous conformez pas, la conséquence est claire. La conséquence est claire. La conséquence n'est pas claire. Mais elle est très claire. Mais elle est claire comment? Puisque vous n'êtes pas accordé soit à les balayer, soit à les dissoudre, soit à les interdire. Vous êtes un club de foot. Vous n'avez pas de budget. Vous n'avez pas de terrain sur lequel vous vous entraînez. Vous n'achetez pas de joueurs. Vous n'avez pas d'entraîneur. Mais le nom va exister. C'est ce qu'on a. Mais par exemple, il y a un certain nombre de que le nom existe, ça, ce n'est pas un problème. Les gens continuent pas à dire que le Togo... Que le nom existe, ce n'est pas un problème. N'importe qui peut dire je suis président de club. Mais où est le problème? Mais si vous n'êtes pas dans la compétition, quand on la ligne, quand on fait les classements, vous n'êtes pas présent. Mais la conséquence est claire. Sur les dispositions qui sont prises et qui sont nouvelles, il y a une qui s'intéresse aux origines de ceux qui seront tentés de créer des partis politiques. Il ne faut pas qu'on polémique là-dessus. Si vous voulez faire un travail sérieux, vous devez être togolais. D'accord? Vous devez être togolais. Ce n'est pas contre un certain nombre de nos compatriotes. Parce que quand on dit togolais d'origine, dans la case de togolais d'origine, il y a 4 catégories de togolais. Ceux qui sont nés de père ou de mère togolais. Ceux qui sont eux-mêmes venus de l'étranger, par exemple, et qui sont restés longtemps ici, qui ont bénéficié de notre citoyenneté, et qui ont des enfants. Ces enfants sont togolais d'origine. Ceux qui sont... n'oubliez pas que nous avons voté une loi sur l'apatridie. Donc ceux qui sont ici, actuellement les conventions ne nous permettent pas, si on ne sait pas d'où ils sont, on est obligé de leur donner la citoyenneté togolaise. Tout ça, là, ça fait partie de Togolais d'origine. Donc où est la polémique? Non, mais est-ce que les gens polémiquent? Mais j'ai lu beaucoup de choses. Où est la polémique? Mais qu'est-ce que vous avez lu par exemple? Oh, quand on dit que les binationaux ne peuvent plus venir et c'est fait contre la diaspora. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est du tout pas le cas. Je repose la même question quand on évoquait la situation de la responsabilité du siège ou de ce que font les partis politiques. Là, sur la création des partis, il y a un certain nombre de partis qui existent déjà, qui ont été créés par un certain nombre de Togolais, qu'ils soient d'origine ou pas. Que vont devenir justement ces partis-là qui ont été créés ou qui sont créés par des Togolais? Je vais être clair avec vous. Peu importe l'origine de celui qui dirige le parti ou ce qu'ils font de leur parti, il y a beaucoup de partis qui vont disparaître. Et je vais être clair avec vous.
2023, les élections à venir, même 2022, régionales, 2023, législatives, 2024, municipales, 2025, présidentielles. Si vous êtes un parti politique au Togo bien installé et vous ne participez pas aux élections, vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Donc, les gens savent, s'ils ont une démarche sérieuse, ce qu'il faut faire. C'est pas à nous, c'est pas à moi, en tant que parti politique ou en tant que président de parti, de dire à quelqu'un ce qu'il a lieu de faire. Il sait très bien qu'il doit s'organiser pour aller aux élections. Parce que comment on mesure le poids d'un parti politique? C'est le nombre de conseils que vous avez, c'est le nombre de députés que vous avez, c'est le nombre de suffrages que vous avez obtenus aux élections. Si vous ne participez pas aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez pas bénéficier du financement de l'État. Vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas de sénateurs, vous n'avez pas de conseil municipal. Vous n'avez pas de mairie à gérer, mais vous n'êtes pas un parti politique. Donc ce qui va leur arriver, c'est la conséquence du manque de travail, du manque de résultats. Et quand il y a manque de travail, il y a manque de résultats, vous allez disparaître. Que ce soit au Togo ou en France, aux États-Unis, vous allez disparaître. Il faut aboutir, par exemple, à avoir 2 ou 3 partis politiques. Je ne pense pas. Comme dans certains grands pays. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour le Togo. Qu'on ait juste 2 ou 3 partis. Vous savez que les expériences sont tentées dans des pays voisins. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour le Togo. Il ne faut pas qu'on rentre dans des systèmes qui vont nous amener encore à des partis étatiques. Ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Si, avec cette loi, on arrive à assainir et que, comme vous l'avez dit, nous avons 10 ou 15 partis qui peuvent se regrouper, il y a des coalitions. Le Togo a toujours évolué dans des coalitions, il ne faut jamais l'oublier. Les gens peuvent se mettre ensemble pour aller aux élections. Les gens peuvent se mettre ensemble pour proposer un accord au gouvernement. Ils peuvent se mettre ensemble. Nous avons choisi d'être seuls, mais en étant avec un partenaire qui est honnête, dans le centrisme que nous sommes en train de définir. Ce qui nous caractérise essentiellement, c'est le pragmatisme, le réalisme, l'humanisme et le progressisme, et nous l'avons toujours développé. Donc l'idéologie est en train d'être développée, et nous ne sommes pas alignés, nous ne sommes pas ni derrière les conservateurs, ni derrière les radicaux. Même les radicaux, il y en a qui ont modéré leur discours. Parce que les gens avaient un discours pour emballer les gens, mais ils se sont rendus compte que dans la durée, ils ne pourraient pas tenir le discours, puisque le discours n'est pas réaliste. Et le discours changeait en fonction des élections. Nous avons un discours constant, et nous vous assurons que nous allons assurer l'alternance d'ici 2030. C'est sérieux, là? C'est sérieux, nous allons assurer l'alternance, vous vous en doutez? Non, mais je doute, justement. Non. Non, mais en fait, puisque c'était un nombre de... Attendez. Depuis que nous sommes entrés en politique, tout ce que nous vous disons est vérifié. Je vous pose la question, attendez. En fait, c'est très facile de dire que nous allons assurer l'alternance d'ici 2030. Parce que ce que beaucoup de Togolais pensent aujourd'hui, c'est un peu comme si, sur le court terme, il n'y aura pas d'alternance. Non, il y aura une alternance. Notre constitution est claire, actuellement. Non, ça fait. Et c'est nous qui l'avons fait. Les gens se sont amusés à l'Assemblée nationale, c'est nous qui avons modifié la Constitution. Ils se sont amusés. Oui, mais en fait, quand vous avez modifié, est-ce que vous pensez que cela a apporté un plus à notre pays? Parce que nous avons limité les mandats. Mais limiter les mandats, c'est une chose. Avoir l'alternance, c'est autre chose. Mais pourquoi? Oui, mais en fait, l'alternance, ça se produit à travers les élections. Et au Togo, on sait très bien l'écart qu'il y a en termes de résultats entre le parti qui est au pouvoir et les autres. Ce que je vais vous dire, suivez notre progression d'ici 2030. Nous allons assurer l'alternance. Si nous ne sommes pas au pouvoir, nous serons à côté du pouvoir. Nous ne cessons de le dire. Mais n'avons pas la prétention actuellement, en 2022, de dire que nous sommes numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Mais en 2030, nous allons vous assurer l'alternance au Togo. Rejoignez-nous, ayez confiance en nous. Nous ne sommes pas de la génération de ceux qui ont dit « tel a fait ci, tel a fait ça, tel a tué mon père ». Non, nous sommes de la génération de ceux qui pensent que nous avons un beau pays. Nous sommes des patriotes, nous devons aimer ce pays, nous devons réconcilier le pays. Le premier défi que nous avons, c'est le changement de mentalité. Nous devons avoir la mentalité des gens qui gagnent, des gens qui sont fiers de leur pays, des gens qui ne se font pas intimider. Comme moi je l'ai dit, nous, on ne reçoit pas notre ordre de Paris ou de Washington. Nous sommes nous-mêmes. Vous qui? Nous. Le net? Le PDP, par exemple. Le PDP. Nous sommes nous-mêmes. On s'assume. On ne reçoit pas d'ordre de Paris ou de Washington. Non, mais en fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Même si nous étions au pouvoir. Non, mais vous... Suivez mon regard. Non, mais en fait... Suivez mon regard. Non, mais en fait, Suivez mon regard. Je suis bien ce regard-là. Même si j'étais au pouvoir, je ne recevrais pas mes ordres de Paris ou de Washington. En fait, ça va être nouveau. On sait très bien que depuis les indépendances, beaucoup ont tenu les mêmes discours et à l'exercice, les gens étaient très déçus.
Je vous dirais, eux c'est eux, moi c'est moi. À propos de la loi, on va revenir sur la loi électorale. Hein. En réalité, vous avez dit qu'il faudrait assainir, en fait, l'idée c'est d'assainir le milieu des partis politiques. Mais il y a un constat, un fossé visiblement qui se crée de jour en jour entre la pratique politique, entre les activités des partis politiques et les populations. Les gens ne croient plus vraiment aux partis politiques. C'est pour ça que je dis, quand vous êtes dans un discours d'émotion, le discours n'est pas construit. En fonction des événements, vous adaptez votre discours. Et vous jetez l'anathème sur les gens. Et c'est les autres qui sont... Vous avez toujours raison. Vous ne vous remettez jamais en cause. Mais à chaque élection, vous vous faites taper dessus. Vous n'avez aucun accord avec les autres partis politiques. Vous n'avez aucune reconnaissance sur le plan international. Vous n'avez pas de contact dans l'armée. Je ne cesse de le répéter. Ici au Togo, ce n'est pas possible. Non, mais vous avez des contacts dans l'armée? Je commence à en avoir. Oui, mais qu'est-ce que l'armée cherche dans ce discours-là? Nous avons un pays atypique. Nous avons un pays atypique qui a une histoire. Il faut tenir compte de cette histoire. Vous ne pouvez pas avoir un discours contre l'armée et prendre le pouvoir au Togo. Ce n'est pas possible. D'accord? Non. Ce que je dis, ça n'engage que moi et je l'assume. Ce n'est pas possible. Vous devez réconcilier. Parce que ce que vous oubliez dans des pays comme le Togo, la Guinée, qui instrumentalise l'armée? C'est nous les politiciens. Qui instrumentalise l'armée en réalité? Nous avons une armée républicaine, nous avons une armée professionnelle. Ceux qui disent le contraire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'armée. Allez dans les camps, allez dans les casernes. Et quand vous allez discuter avec ces gens-là, c'est nos frères. Ces gens-là, ils sont professionnels. Ceux qui instrumentalisent l'armée, c'est les politiciens. C'est nous, c'est notre responsabilité. Quand on va cesser d'instrumentaliser l'armée, nous avons une armée beaucoup plus républicaine. Nous avons une armée bien formée. Nous avons une armée qui sait être au front. Nous avons une armée qui protège les populations. Des fois, il y a des brebis galeuses qu'on essaie de recadrer. Mais je vous assure que si on laisse l'armée, elle sera une année professionnelle. Prenez l'armée guinéenne. Vous prenez l'armée guinéenne. Quand Alpha Condé était dans l'opposition, il critiquait l'armée guinéenne. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est sur cette même armée qu'il a construit sa gouvernance. Et c'est à partir de cette armée qu'il a pu se faire un troisième mandat, qui n'a pas duré. Oui ou non? Vous prenez la Côte d'Ivoire. Arrêtons de parler de l'armée comme c'est nos frères, ils sont professionnels, c'est les politiciens qui instrumentalisent l'armée dans nos pays. Non, mais en fait, quand vous parlez des politiciens, vous parlez... La classe politique, tout le monde. Vous parlez, oui, puisque par exemple, vous dites que pour éventuellement accéder au pouvoir, il faut avoir des contacts dans l'armée. Ça dit. C'est pas typiquement togolais, même dans n'importe quel pays. C'est-à-dire que on ne peut pas se lever du jour au lendemain parce qu'on dit que des gens ont fait 50 ans, on n'a pas de programme de société, on n'a rien, parce qu'on est revenu de l'Europe ou bien on a quelques milliards à dépenser, quand on dit qu'on va prendre le pouvoir dans un pays comme le Togo. Je dis ce n'est pas possible. Dans un pays comme le Togo ou le Gabon, ce n'est pas possible. Donc il faut préparer le terrain. Mais ça dit que ceux qui sont au pouvoir, ils ont des contacts dans l'armée. Ils sont au pouvoir, ça fait longtemps. Donc ils ont une certaine maîtrise que nous, on n'a pas. Ils ont une maîtrise des choses que nous, on n'a pas. Donc ça, c'est à leur avantage. C'est le fait d'être resté longtemps, en fait, au pouvoir. Quand je parlais de partis politiques et de fossés qui se créent de plus en plus entre ces partis-là et les populations, ce n'est pas typiquement togolais. La question, puisque aujourd'hui on constate, que ce soit en France ou ailleurs, que les partis politiques ne soulèvent plus vraiment les foules, comme il y a quelques années. Il y a un désamour entre les partis. Parce que quand vous n'êtes pas dans la vérité, vous le payez cash. Le Parti Socialiste l'a payé en France. Et il y a beaucoup de partis qui l'ont payé ici. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Des partis qui, jadis, faisaient 30%, 40%, se retrouvaient à une élection avec 4%, ça pose question. 5%, ça pose question. Est-ce que c'est seulement une question de vérité? Mais c'est une question de logique et de constante. Donc, vous, par exemple, oui. Au PDP, vous avez cette vérité-là? Oui, nous avons la vérité. Nous n'avons pas la gueule de bois. Nous avons un langage de vérité et que nous essayons de construire avec notre concept, avec notre idéologie que les gens sont en train de découvrir. Et depuis 2018, vous voyez, par exemple, 2018, si moi j'étais dans la coalition des 14, on prenait d'abord la primature. Quand l'événement de Kantipi, on prenait d'abord le gouvernement et on continuait pas à discuter avec l'UNIR. On rentrait au gouvernement. Les gens ont toujours dit aux autres ici que si vous rentrez dans un gouvernement au Togo, au Sénégal, au Burkina, ceux qui ont assuré l'alternance, c'est des gens qui ont fait l'expérience du Parlement, du gouvernement. Mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain venir, parce que quand vous n'avez pas de l'expérience, les 2 premières années, c'est ce qui est arrivé à Hollande. Mais vous n'avez jamais été au gouvernement, vous ne savez pas comment les choses se passent. Et vous prenez également des gens qui ne maîtrisent rien. Pendant les 2 premières années, vous balbutiez, vous
tâtonnez, on vous tape dessus ici, on vous tape dessus, avant que vous ne puissiez vous prendre et prendre la température des choses et commencer par prendre de bonnes décisions, vous avez déjà perdu 2 ans. Il faut faire l'expérience de gouvernement. Et ceux qui ont toujours dit que quand vous rencontrez un ministre du Nil, quand vous rencontrez tel, c'est parce que vous êtes un bandit eux-mêmes, mais non, ils sont dans les mairies. Ils discutent avec les préfets du Nil. Non, mais en fait, ce que vous dites là, est-ce que c'est suffisant? Puisque sur le cas spécifiquement du Togo, attendez, je vais finir la question. On avait une opportunité en 2017, en 2018 de faire un gouvernement où tout le monde sera au gouvernement, où on va apprendre l'expérience gouvernement. Parce que le parti au pouvoir était faible. On a laissé cette occasion parce que nous sommes dans le radicalisme. Et ça, on le paye. Et vous le payez à travers les prochaines élections. Puisque si vous arrivez à travers cette épreuve de force, de renverser le régime qui est là, et vous prenez le pouvoir là, d'accord. Mais si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes mort. Et c'est ça qui leur est arrivé. Mais est-ce que le parti au pouvoir était une fois faible? Oui, il y a des moments où le parti au pouvoir est faible. En fait, puisque vous pointez du doigt il y a des moments où le parti au pouvoir peut être faible. C'est à nous de nous organiser. Non, ma question, c'est de savoir si, par exemple, à la période que vous pointez du doigt, est-ce que le parti au pouvoir était faible? Oui, ils étaient faibles. Vous le pensez vraiment? Ils étaient faibles. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à renverser la situation? Parce que s'ils étaient faibles. Oui, parce que vous avez en face, pas des politiciens, mais des intellectuels qui ne savent pas ce que c'est que la politique. La politique, c'est que vous devez avoir 2 ou 3 personnes qui sont de véritables stratèges et qui discutent avec tout le monde dans votre parti politique. Ce n'est pas forcément le président du parti. Et vous devez avoir un think tank qui réfléchit aux stratégies des adversaires. Et moi, en tant que politicien, vous devez être ami de tout le monde. Vous ne pouvez pas passer votre temps dans les médias à insulter les gens, à dire que c'est vous qui êtes dans la vérité et à attendre que ces gens-là vous soutiennent à une élection. Ça n'existe pas en politique. Ça, c'est des erreurs d'amateurs. Mais ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas juste théorique? Mais ce n'est pas théorique. Non, mais en fait, puisqu'il y a un exemple concret. Tout est dans le discours. Il y a un exemple concret. Tout est dans le discours. Mais il y a un exemple concret au Togo. Lequel? Qui n'a pas, ou qui ne corrobore pas ce que vous venez de dire. Lequel cité? À la dernière élection de 2020, oui. Beaucoup pensaient qu'Agbéoumé Kodjo, après avoir été Premier ministre, après avoir travaillé au RPT, mais si vous finissez, il était la solution. Non, il n'est pas la solution. Si vous finissez, je vais vous répondre. Oui, mais j'ai fini. Oui, mais il a eu quel résultat? Agbéoumé, il a dit aux gens, même pour ceux beaucoup qui le soutiennent, il a dit qu'il avait des contacts dans l'armée. Il fallait que ces contacts de l'armée puissent réagir s'il était triché. Il nous a dit qu'il avait des contacts sur le plan international. Il ne suffit pas de faire l'ancien régime, d'être un homme nouveau avec un parti politique pour dire que vous allez prendre le pouvoir. Et même au niveau de l'opposition, la désignation d'Agbéoumé, ça posait un souci. Moi, je ne suis pas contre Agbéoumé, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. C'était un grand frère au Parlement, il était président de commission comme moi, et on discutait. Mais la démarche ne pouvait pas aboutir. Sincèrement, la démarche ne pouvait pas aboutir. Et il faut savoir s'ajuster, s'adapter. C'est ce que je dis. Mais quand vous allez rester dans ce discours, l'élection présidentielle de 2020 a eu lieu en 2020. On est d'accord? Nous sommes en 2022, bientôt en 2023. Quels sont les actes que les gens ont posés pour se préparer aux élections de 2025? Ils seront surpris encore par les élections de 2025. Parce qu'il faut savoir, celui qui est en face, c'est quel genre d'adversaire vous avez. Mais vous avez unir en face. Ne l'oubliez jamais. Uni, c'est quoi pour vous? Des gens qui sont restés durant plus de 50 ans. Vous continuez par dire aux populations qu'ils ne sont pas si, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas si, c'est parce que la France les soutient, c'est parce que si. C'est faux. C'est parce qu'ils savent faire la politique. Ils savent faire la politique mieux que ceux qui sont en face. Oui, ils savent faire la politique. C'est de vrais politiciens. C'est de vrais stratèges. Vous les admirez visiblement là? Non, je ne les admire pas. Je reconnais leur mérite. Que nous n'avons pas. Je dis être un intellectuel n'est pas forcément être un politicien parce que vous ne prenez pas de bonnes décisions. C'est comme un entrepreneur. N'importe quel intellectuel ne peut pas gérer une entreprise. Un entrepreneur, c'est que tu vois des situations en 2 ou 3 coups d'œil, tu dis voilà ce que nous allons faire. Et ça marche. Mais s'ils sont des stratèges, alors Ce ne sont pas des stratèges, c'est ce que je leur reproche. Ce ne sont pas des stratèges. Non, mais en fait, pour beaucoup, depuis 90, ce ne sont pas des stratèges. Vous parlez d'unir. Oui, unir, il y a de très bons stratèges. La preuve, quand un parti arrive contre vents et marées à conserver le pouvoir, il est bon. Ben oui, ben oui. Oui, parce qu'il dispose, par exemple, des think tanks, ce que vous décrivez là. Il dispose des moyens, des think tanks, des ressources humaines. Il dispose d'un contact à l'international. Et il y a un certain nombre, même s'ils sont en difficulté, ils vont appeler 2 ou 3 coups de fil, c'est réglé. Est-ce que vous l'avez? Mais est-ce que ce que vous dites là n'est pas en contradiction avec votre rêve de 2030, d'ici 2030, puisque là... D'ici 2030, nous avons combien d'années? Vous avez dit que... D'ici 2030, nous avons combien d'années? Nous avons une huitaine d'années. Oui, 8 ans, vous ne pensez pas que ça suffit pour quelqu'un comme moi qui connaît un peu la politique togolaise? Parce que n'oubliez pas, je suis acteur depuis un certain nombre d'années, mais je suis la politique depuis 2005, où le Parti démocratique panafricain est créé.
Et n'oubliez pas que dans le Parti démocratique panafricain, j'avais un rôle central, un rôle de stratège, même si je n'étais pas devant. J'avais un rôle de stratège. Non, mais en fait, ce que vous dites ce midi, est-ce qu'un certain nombre de Togolais vont pas rire, tout simplement? Mais pourquoi ils vont rire? Parce que quand vous parlez de 2030, d'ici 8 ans, là, par exemple, au PDP, on le connaît. Une démarche, ça se construit. Attendez. Une démarche, ça se construit. C'est vous qui avez fait croire aux gens, avec un certain nombre de politiciens, qu'il suffit d'une élection, il suffit qu'on ait de l'argent, en 2 ou 3 semaines, on gagne le régime. C'est eux qui ont fait croire des choses comme ça aux gens. Mais ils n'ont qu'à l'assumer. À chaque élection, ils n'ont qu'à l'assumer. Moi, je dis que ça prend du temps. Moi, je dis que c'est un concept qu'il faut dire aux gens. Moi, je dis qu'il faut éduquer. Moi, je dis qu'il faut faire la révolution des mentalités. Moi, je dis qu'il faut créer une classe moyenne dans ce pays. Notre priorité doit être donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens à travers une classe moyenne. Moi, je dis qu'il ne faut pas avoir peur d'enrichir les Togolais et augmenter l'assiette. Voilà mon discours. Et tout ce que je suis en train de faire, la première année, j'ai proposé une loi sur le bail à usage domestique. Après, il y a eu un décret. La deuxième année, j'ai proposé une loi sur les préscolaires et universitaires. Cette année, je suis en train de proposer une loi pour les PME. C'est comme ça qu'on construit un pays. Mais si les stratèges du NI vous écoutent, puisqu'ils sont dans l'anticipation, est-ce que votre 2030 n'est pas mort? Non, 2030 n'est pas bon. Attendez, vous verrez la différence dans la méthode. Dans la méthode. Dans la méthode. Et dans le discours. Le discours, vous le connaissez déjà, mais dans la méthode, vous allez la découvrir. Nous parlons des partis politiques et tout ce qui a été fait cette semaine, relativement, on n'a pas eu beaucoup de réactions. Hormis la réaction du président de Hadi et également le président de Nouvelle Vision, on les a écoutés, surtout dit qu'ils ne vont plus boycotter des élections au Togo. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour le processus démocratique? C'est une très bonne chose. Les gens sont devenus réalistes. Et ils savent qu'ils ont en face. Donc, ce que vous êtes en train de me rejoindre, vous êtes en train de me donner raison. Ceux qui sont dans le discours de l'émotion, ceux qui sont dans le discours... Participer aux élections, c'est... Ça peut être aussi interprété comme juste un accompagnement. Non, ce n'est pas un accompagnement. Quand vous connaissez le pays, bon, si vous ne participez aux élections, si vous ne voulez pas construire votre action dans la durée par des victoires d'étape, en étant présent au Sénat, par exemple, nous n'avons pas la prétention d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais c'est quoi le Sénat? Quand on le dit, ça amuse les gens, mais pour le moment, nous connaissons notre place. On n'a pas la prétention d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les numéro 1, numéro 2, numéro 3, on les laisse se bagarrer entre eux. Ils vont toujours se bagarrer entre 2 élections présidentielles. Et le parti au pouvoir sera toujours au pouvoir tranquille. Et puis, les élections suivantes, ils vont encore se battre. Donc, nous voulons construire notre action dans la durée avec une génération qui comprend que nous, ce qui est fondamental pour nous, ce n'est pas forcément être chef d'État, mais c'est voir les Togolais heureux. C'est augmenter le pouvoir d'achat des Togolais. C'est augmenter l'assiette de notre administration fiscale. C'est faire en sorte que les Togolais soient riches. On ne doit pas avoir peur des mots. Faire en sorte que les Togolais soient riches. On n'a pas de riches. On doit fabriquer nos dragons, nous-mêmes. Et nous avons une position stratégique au niveau de la CEDEAO que nous devons exploiter. Voilà notre discours. Et je vous assure que c'est faisable. En 3, 4, 5 années... Dans quelques instants, les auditeurs vont poser des questions. Mais j'ai une dernière question. Vous parlez du Sénat. En fait, certains pensent que ça va servir à quoi, un Sénat? C'est la chambre haute, parce qu'il y aura 2 chambres. Il y aura la chambre haute du Parlement, il y aura la chambre basse du Parlement. Ça, ce n'est pas notre choix. C'est ceux qui ont décidé de le faire. Mais est-ce que c'est un choix que vous soutenez, que vous comprenez? On n'a pas d'avis sur le choix, mais s'il faut qu'on ait... Mais pourquoi vous n'avez pas d'avis? Non, nous n'avons pas d'avis, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de Sénat, ça marche très bien. Il y a des pays où il y a le Sénat, donc ça dépend de ce que nous voulons faire de ce Sénat-là. Mais s'il y a des élections sénatoriales, nous allons participer à ces élections sénatoriales. Le plus important pour nous, c'est d'être au Sénat. Ce n'est pas être la première force politique au niveau du Sénat, ou la deuxième, c'est être présent. Mais dans un pays, c'est être présent. Mais dans un pays comme le Togo, où tout le monde dit que tout est difficile, justement parce qu'il n'y a pas d'argent, est-ce que c'est pas de jeter de l'argent par la fenêtre que de créer une deuxième chambre, comme vous le dites? L'Assemblée nationale. Vous pouvez poser la question à l'exécutif togolais s'ils ont trouvé judicieux de créer le Sénat. Et puis n'oubliez pas que c'est dans notre constitution, c'est dans la réforme constitutionnelle. Si nous ne voulions pas du Sénat, on devait sauter. Puisque le Sénat doit être là pour... il y a un certain nombre de dispositions que nous ne respectons pas à cause du Sénat. Est-ce que c'est une priorité? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Mais pourquoi vous répondez? Non, moi je ne suis pas l'exécutif. Moi je suis un parti politique. Mais vous êtes un acteur public. Oui, mais je ne suis pas l'exécutif. Je suis d'accord. On a décidé de faire le Sénat. On a décidé de faire le Sénat. Nous irons à 16 élections sénatoriales. Et le plus important pour le PDP, c'est de siéger au Sénat. Est-ce que vous ne donnez pas raison à certains qui pensent qu'à un moment donné, c'est un peu comme s'il y a un gâteau,
où un certain nombre de Togolais ils vont C'est pas se vrai. le partager. C'est pas vrai. Si c'est des gâteaux, on aurait pu accepter des postes, on aurait pu accepter des choses. Si c'est une question de gâteau. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui s'enrichissent dans ce pays, mais vous ne les connaissez pas. Mais moi, vous les connaissez, vous? Oui, ils ont des postes de responsabilité, ils sont riches. Et Mais vous ne savez pas. Mais qui sont-ils? Vous, à chaque fois que vous voyez un politicien, il fait la politique pour s'enrichir, mais les politiciens ont combien en fait? Quand vous prenez des gens comme Fabre, vous prenez d'autres personnes, ils ont combien? Mais arrêtez de dire ça. Moi, quand j'entends ça, ça m'énerve. Parce que pourquoi? Un politicien sacrifie sa jeunesse, ses ambitions. Il sacrifie tout ça là. Il met l'argent. Et le chef de parti politique, c'est lui. Tout est à sa charge. Vous avez même le politicien togolais, en réalité, il gère un ministère des Affaires sociales. Vos membres, leurs enfants, la maladie, tout ça là, c'est à votre charge. Mais pourquoi ça, vous ne le soulignez pas? Non, mais c'est la question de l'enrichissement, c'est vous qui l'avez soulevé. Non, mais pourquoi les médias ne disent pas que les politiciens togolais, ils font beaucoup pour la population? Non, mais en fait, vous faites beaucoup, on sait. Mais c'est vous qui avez soulevé. Non, mais les gens ne le disent pas assez, mais il faut le dire assez. Mais à chaque fois qu'il y a une élection, non, on s'est entendu pour partager. On n'a pas besoin de s'entendre pour partager. Si vous voulez discuter avec le régime, vous pouvez discuter avec le régime, avoir des avantages. Sur la question de que personne ne saura. Sur la question de l'enrichissement, c'est vous qui avez dit qu'il y a des Togolais qui sont tapis dans l'ombre et qui s'enrichissent. Mais vous ne connaissez pas des quincailleries ou des petits trucs que des Togolais dirigent et qui vont en Chine, qui reviennent, qui sont des milliardaires, de jeunes Togolais qui s'enrichissent. Oui, mais moi je ne les connais pas. Ils sont qui? Mais moi je les connais, et puis il faut leur faire la promotion. Mais c'est qui? Ils sont nombreux. Je vous enverrai leur liste. Ils sont nombreux. En fait, il faut créer des Dangote dans tous les secteurs d'activité. Il y a des gens qui sont à la tête d'un certain nombre de services. Il y a des gens qui sont à la tête des Togolais qui sont méritants, qu'on peut envoyer à l'international, un peu comme Humbo. C'est le lieu de féliciter ce compatriote qui a réussi à élever le nom du Togo à l'international, parce que c'est le premier Africain qui occupe ce poste. Voilà ce que moi, si je suis chef d'État, je ferais. J'aurais une diplomatie très active. À chaque fois qu'il y aura un Togolais... Mais est-ce que Fabre ne le fait pas déjà? Il le fait déjà. C'est le lieu même de féliciter la diplomatie, parce qu'on ne vient pas chercher un pays comme le Togo pour régler une crise au Mali si on n'a pas une bonne diplomatie. Donc, moi, si jamais je suis chef d'État, je continuerai dans cette lancée. Nous venons de passer quand même un peu plus de 45 minutes avec vous. Avec beaucoup de plaisir. Innocent Karbala, c'est le président du PDP. Il est également député à l'Assemblée nationale. C'est lui qui est l'invité de ce D12. Et comme c'est de tradition avec les auditeurs, ils peuvent maintenant poser des questions. J'ai également quand même un certain nombre de commentaires qui sont laissés sur les réseaux sociaux. Je vous ferai part de ces commentaires dans un instant. Le premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Pélé. Oui, Pélé, comment vous allez? En fait, Ça va. oui, sur la question d'être premier... Attendez, Oui, président. Bonjour, monsieur Pélé, plutôt. Pélé. Mais sur la question d'être premier ou deuxième au niveau des partis politiques, c'est quelque chose qui n'est pas... que ne poursuit pas forcément le PDP. Mais vous, personnellement, je sens que vous faites tout pour être premier parmi les auditeurs qui appellent. Je ne sais pas si je dois vous dire félicitations ou pas. Ok. Bon, la première préoccupation, tout à l'heure, tout le monde le sait que l'armée togolaise est une armée très forte. Mais lorsque le président Karbala dit que oui, c'est une armée républicaine, mais le fait que c'est 2005, lorsque l'armée a posé, il se trouve l'armée républicaine là-bas. Voilà. Ça, il faut avoir le courage de nous répondre paisiblement. Deuxième préoccupation, j'ai l'impression que vous défendez trop le parti RPT. Ils sont des stratèges, des partis qui concernent le pouvoir, qui confisquent le pouvoir avec la force brutale. Et que vous êtes fiers de voir que, bon, le RPT est là depuis 260 ans. Soit 2023 maintenant, ils ont fait 30 ans. Et là, c'est à partir de 13 janvier, on a commencé par attendre le nom Yafindé. Donc, déjà, préoccupation. Non, mais ça fait déjà deux. Ça fait deux préoccupations. En fait, vous. Non, c'est dans la. C'est public dedans. Bon, dans son analyse, il vient de le dire. Mais simplement, pour les élections de 2020, M. Karbala n'a pas été électé. C'est clair. Il est opposant au Parlement. Et en 2020, il y avait Paul Yafindé, pas 6 candidats de l'opposition. Devant Dieu, devant les hommes, M. Karbala a voté pour 7 partenaires qui sont les 6 candidats de l'opposition. Merci.
Bien, merci pour les préoccupations. Finalement, ces 3 préoccupations qui sont exprimées. La première préoccupation concerne le caractère républicain de l'armée en rapport avec les événements de 2005. En 2005, l'armée n'avait pas à prendre le pouvoir et à imposer quelqu'un à la tête, parce qu'il fallait laisser pour que la transmission de pouvoir soit de manière républicaine, de manière constitutionnelle. Et là, nous condamnons et nous l'avons toujours condamné. Ce que nous disons, c'est les politiciens qui instrumentalisent l'armée. Il faut que les gens le comprennent. C'est les politiciens qui instrumentalisent l'armée. Donc, s'il y a des moments dans notre vie où l'armée a posé des actes qui sont condamnables, on les condamne. On les condamne. Donc, maintenant, la deuxième question, c'est... S'unir. Oui, mais je ne dis pas qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux, non. Je dis qu'il y a quand même de bons stratèges. Parce qu'au niveau de l'opposition, nous avons péché à travers la stratégie. Donc, je reconnais ce mérite-là chez eux. Et il y a un travail qui est en train d'être fait. Il faut, quand je le dis, c'est pour que nous, au niveau de l'opposition, que nous puissions faire le même travail. Ratisser. Aller faire un travail de terrain. La plupart du temps, les politiciens, par exemple, qui étaient dans la coalition, beaucoup étaient à Lomé. Ils ne sont même pas connus à l'intérieur du pays. C'est pour ça, des fois, moi, je ne me permets pas de critiquer l'ANC, parce que l'ANC, c'est un parti qui travaille. Il faut qu'on puisse travailler. Et maintenant, au-delà du travail, il faut de la stratégie. C'est la stratégie qui nous manque. Donc, il faut être honnête pour le dire. Maintenant, je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, le vote est personnel, mais les gens se sont amusés à nous disqualifier. Maintenant, je renvoie la question à M. Pelé. Quand on nous a disqualifiés, dites-moi, ceux qui ont participé aux élections, lequel a levé le petit doigt pour condamner l'acte de la Cour constitutionnelle? C'est pour ça, moi, je vous ai toujours dit, en politique, il faut être élégant. Les gens n'ont aucune élégance. Quand je vous dis, ce n'est pas une question d'intellectualisme. Ils ne sont pas élégants. S'ils sont élégants, on va leur renvoyer la balle. Ils ne sont pas élégants. Bien, merci. Deuxième auditeur. Après, Pelé. Allô? Bonjour. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Monsieur Tabara, c'est Frédéric. Oui, bonjour. Chaque fois qu'il attend mon président en train d'intervenir, je dis que vraiment c'est un monsieur qui a connu vraiment ce qu'on appelle la politique au Togo. Vraiment, je le soutiens. Ça serait mieux qu'il ne fait pas sortir, tendre plutôt la main aux autres, de les faire expliquer vraiment ce qui se passe. Il vient de dire tout à l'heure que la politique, c'est d'abord enrichir les Togolais. Ça, c'est vrai. Je le soutiens dans ça. C'est pas de crier des faits, évidemment, que vous allez prendre le pouvoir d'ici demain, sans aucune preuve pour faire trimballer les gens à devenir des bêtes, qu'on vous suit bêtement. Vraiment, M. Kadara, je le soutiens, je vous jette des fleurs. Frédéric, Oui. vous êtes du PDP? Non. Mais en fait, il faut laisser répondre. Kadara, mais sincèrement, s'il intervient, dans ce propos, je vois la réalité des choses, en France. Oui, ma question, c'est de savoir si vous-même, vous êtes PDP. Non, je ne suis rien, ni uni, ni rien. Rien du tout. Mais si j'attends ce monsieur intervenir sur votre chaîne, vraiment, j'ai envie de le croiser un jour, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. C'est très simple, je ne vais pas dévoiler ça sur l'antenne. Après, on va se voir. Bien, merci, c'est noté, Frédéric. Vous avez là un auditeur qui... vous séduisez, là, visiblement. Non, je suis simplement réaliste. Je suis réaliste parce que les gens, la manière dont je m'exprime et tout ce que je vous dis, beaucoup de politiciens vont venir, ils vont éviter vos questions et puis après ils vont repartir. Mais c'est pas ça. Moi, je vous parle, j'aime les Togolais. J'aime ce que je fais. Et je vous parle sincèrement, je vous parle avec mon cœur. Il y a ce commentaire-là que je viens d'avoir, c'est Alcero. Il dit, quand vous faites allusion à la sensibilisation, un certain nombre de Togolais qui ne connaissent pas l'intérieur du pays, il dit pourquoi la vie de Kara est interdite à l'opposition pour ces sensibilisations pacifiques. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer que la politique c'est autre chose. Il y a la diplomatie de couloir. Il y a ce qu'on appelle aussi le rapport de force. Moi, je suis arrivé dans une ville, je ne vais pas vous citer la ville, c'est une ville du nord du pays, où le préfet, pour une réunion privée, où j'étais censé rencontrer les membres de mon bureau qui sont dans cette ville, pour juste les saluer, parce qu'on était en début d'année, c'était courant mars, j'ai eu 2 véhicules de la gendarmerie, un véhicule de la police. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pour vous escorter? Mais ils m'ont dit que c'est pour ma sécurité. J'ai dit, je ne vous ai pas demandé de sécurité. Je suis venu pour saluer mes militants. Et on leur a dit qu'il y a un meeting. J'ai dit, il n'y a pas de meeting. S'il y avait un meeting, quand même, je sais comment ça se passe. Je vous aurais envoyé un courrier. Mais est-ce combien de Togolais est-ce que je vous en ai parlé? Le préfet, il m'a parlé au téléphone. J'ai dit, monsieur le préfet, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Si je veux faire un meeting, je ferai. Ce n'est pas un meeting. Et pour le moment, la loi ne m'interdit pas d'être dans une maison et de réunir des gens. Mais on s'est compris. Et puis je suis parti. Et j'ai de bons rapports avec lui. Mais des fois, même quand j'arrive, il me dit non, tu sais, l'incident là, on n'a pas compris, donc laisse tomber. Donc finalement, vous avez pu tenir votre réunion? Non, je n'ai pas tenu la réunion et j'ai expliqué à mes membres, mais j'ai pris le soin de dire au CB et au préfet que je n'étais pas d'accord. Est-ce que c'est à Bassa ou à Kara? Je ne vous le dirai pas. C'est ça aussi, c'est votre droit. Oui, parce que vous savez, quand vous exposez les gens, je vous ai dit, il faut être élégant en politique. Les gens n'ont pas d'élégance. Les gens sont aigris. Le Togolais est vraiment... Est-ce que c'est de l'élégance que de garder de telles informations? Non, mais ça a été réglé. Et le préfet lui-même, il a reconnu qu'il n'a pas bien fait. Pourquoi je vais l'exposer? Pourquoi je vais en parler à sa hiérarchie? Parce que quand je vais arriver la seconde fois, puisque c'est une leçon que je lui ai donnée. C'est votre position, c'est noté. Le troisième auditeur, après Frédéric, allô? Alors, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, Alice, comment vous allez? Je me porte très bien. Ok, allez-y. Oui, bonjour, l'honorable. Oui, bonjour. Bon, monsieur Pierrot, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise qu'il y aura l'alternance en 2030? Mais vous doutez. Bon, monsieur Pierrot, moi, je suis centriste et je sais de quoi je vous parle. Et cette alternance sera pacifique. Et ça se passera dans les urnes, monsieur Pierrot. Donc, j'apprécie ce que dit l'honorable Dafara. Nous devons normalement avoir cette alternance depuis quand en 19 août 2017, quand Tigui est sorti, il est centriste. On rejoignait le camp de manifestation. À un moment donné, ils ont demandé le dialogue. Mais les gens ont refusé. En ce moment, le pouvoir est dans une position de faiblesse. Ouais. Mais surtout le NED a demandé le dialogue. Mais les autres ont refusé. Aujourd'hui, les gens ont à la mêlée. Vous voyez? Walissa, Oui. visiblement vous êtes du net. Pardon? J'ai dit visiblement vous êtes du net. Mais je le dis très clairement, monsieur Pierrot. Parce que puisque votre, Très clairement. puisque votre explication... Il faut le dire très clairement. Puisque votre explication rejoint celle du président du PDP qui est avec nous. Et puis sur la question de l'alternance, c'est pas la première fois que des acteurs politiques nous donnent des dates, prennent date avec l'histoire qu'il va y avoir de l'alternance. On se rappelle l'accord RPT-UFC. Beaucoup ont pensé que c'est fait, que c'est bon. Mais rien ne s'est passé par la suite. C'est pourquoi, par exemple, il est de bon ton de douter. Malheureusement, je vous salue très mal. Malheureusement, vous me saisissez très mal, mais vous avez quand même Oui. le président du PDP qui partage les mêmes points de vue que vous, peut-être qui va... Non, c'est le lieu de féliciter et saluer un peu ce concours d'opinion. Et c'est de dire que beaucoup de gens ne commencent pas à comprendre. Parce que ce qu'il dit, je vous assure que quand nous avons rejoint les manifestations, on a dit on prend d'abord la primature. Parce que le régime était faible en ce moment-là. On prend la primature, on fait un gouvernement et on continue la négociation. On fait la pression pour avoir une élection transparente. Les gens ont dit non, c'est le départ de Faure Gnassingbé qu'ils veulent. Mais l'enfant Gnassingbé est vers GTA et vous faites les manifestations, vous allez tout le temps à la mer. On dit si vous voulez Faure Gnassingbé, soit vous allez le déloger, soit vous négociez. On a dit non. Qu'on est sûr de nos forces. Donc c'est de ça que nous parlons. Il faut qu'à un moment des gens reconnaissent qu'ils ont péché dans la stratégie. Donc il faut que nous soyons réalistes, que nous soyons pragmatiques et qu'on se donne le nombre d'années qu'il faut pour parvenir à l'alternance. Et je vous assure que c'est un centriste qui va assurer l'alternance. Je ne dis pas forcément moi, mais c'est un centriste qui partage un peu mes idées, qui partage mon opinion, qui partage l'idéologie du centre, qui va assurer l'alternance et de manière pacifique en 2030. Bien, merci, c'est noté. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Je rappelle les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, c'est pour le bien. Parce que monsieur le président m'a donné une question là. Bon, si les autres n'ont pas pu me secourir ou bien me donner secours, il y a certains rumeurs qui circulent que le président Faure
a dit à ces frères-là du Nord de rester à l'écart. Moi-même, je ne vais pas face à ces gens-là. Et c'est pour cela que M. Kambara a été échappé, M. Délitama même est échappé, M. Abbas Kawa, tout ces gens-là. Même aux élections locales, même, quand Délitama a gagné au Bata, M. Abbas Kawa a dit non, on n'a pas fait le chef. Donc, tout a été partagé. Vous voyez? Donc, la stratégie du FPT est très claire. Ils sont tous les pouvoirs. Et ceux qui ont gagné les élections, mais n'arrivent pas à gagner le pouvoir. Merci, M. Kabara. Merci. Bien, merci pour votre deuxième passage. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Non, c'est juste un commentaire. Moi, je ne vais pas réagir. Tout ce qu'il a dit, ça l'engage lui. Mais tout ce qu'il a dit, moi, je ne suis au courant de rien. Mais ce que je peux dire, je dis le manque d'élégance de nos collègues de l'opposition. Moi, je ne parle pas de lui dire. Je dis, quand il m'arrive quelque chose, Pierrot, et que vous m'appelez, vous dites, mon cher frère, voilà, vraiment, nous sommes désolés. Quand il vous arrive quelque chose, moi aussi, j'interviens. Mais quand vous considérez, alors que nous sommes dans le même camp que je suis votre ennemi, mais comment est-ce que vous voulez que vous ayez mon soutien? C'est noté. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, M. Pierrot. Vous êtes à l'antenne, votre nom, puis la question? Oh, M. Pierrot. Oui, les Togolais sont fatigués de ces opposants-là. Hein? Voilà comment la pièce chère. Il dit que Timikaton va manger. Timikaton, les Togolais seront fiers. Ça, c'est bon, ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Que les gars laissent le but. Moi, je ne vais pas faire ces danser au Togo. Moi, je gagne quoi, je vais gagner, je vais faire ces danses. Moi, je suis contre. On veut que ça change. Vous ne voyez pas le Mali. Hein? Il faut que ça change aussi que nous un peu. Hein? On va réfléchir à Timikaton avant de voir la canal. Je suis contre de cette position-là. Merci. C'est noté, c'est une position qui exprime, mais lui, 2030, c'est trop loin pour lui. Non, ça c'est ma stratégie à moi. Je ne dis pas que forcément que ça c'est ma stratégie à moi. Maintenant, ceux qu'il soutient, maintenant quand il est contre, maintenant il n'a qu'à aussi dire aux Togolais qu'il est responsable du malheur des Togolais à travers leur stratégie et à travers leurs échecs. Ceux que lui il soutient, ils ont échoué. Mais pourquoi il ne le dit pas? Mais ils ont échoué. Et c'est eux qui nous ont mis dans cette situation, avec ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes neufs, nous avons une stratégie, et nous savons que nous allons atteindre notre objectif en 2030. C'est ce que nous disons. Mais nous ne disons pas qu'il faut attendre 2030 forcément pour avoir la tendance au Togo. Ce n'est pas ce que nous avons dit. La vie chère, c'est l'exécutif. Mais ce n'est pas un parti politique qui est dans l'opposition, comme le PDP, qui règle le problème de la vie chère. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui font de l'amalgame. Parce qu'il y a de l'aigreur, il y a de la frustration, et ils mélangent tout. Sans doute qu'il y aura des questions sur la vie chère, puisque j'en ai déjà là devant moi, je vais vous les poser dans un instant. Le temps de retourner au téléphone avec l'auditeur qui est là, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, votre nom. Merci beaucoup, moi c'est Prosper depuis les Batito. Prosper. Oui, allez-y. Je voudrais vraiment féliciter la démarche de M. Kabara. Et je voudrais dire, inviter les Togolais à réfléchir. Quand on dit que l'équipe en face de vous ou de vous, politiquement et stratégiquement, est avancée. Et vous voyez que c'est vrai, vous n'avez pas ce que vous cherchez. C'est l'équipe en face qui détient ça. Vous continuez par muscler. Que c'est faux, c'est faux. On dit, si votre épouse vous dépasse, appelez-la maman. Si vous l'appelez maman, en ce moment, elle va s'ouvrir à vous. Vous pouvez découvrir ses écrits et pouvoir avancer. Si vous êtes là, la personne vous dépasse. Vous n'arrivez même pas à analyser, à vous arrêter pour analyser quels sont les points sur lesquels il me dépasse. Comment est-ce que vous voulez découvrir avec la personne? C'est pas possible. Prosper. Qu'on puisse un jour s'arrêter pour regarder en face de nous. Qu'est-ce qui fait que l'autre a l'avance sur nous? Parce qu'il conserve le pouvoir. Visiblement, après, il conserve le pouvoir. Prosper, vous n'avez pas de question là, c'est un commentaire. Vous faites un commentaire qui va dans le sens de ce que développe notre invité. Je pense que les Togolais ont besoin d'une éducation. Parce que la majorité des Togolais pensent que c'est facile de rester debout sur quelqu'un pour lui dire lève-toi, je vais m'asseoir. C'est pas possible. On a fait ça depuis 90. Ça fait combien d'années? 32 ans. On a gagné quoi?
Pourquoi on ne peut pas changer de statut? Merci beaucoup d'être intervenu, Prosper. Sans doute que notre invité a apprécié votre développement. Mais c'est ce que je vous dis. Beaucoup de Togolais vont nous rejoindre. Et d'ici 2025, beaucoup de Togolais vont comprendre que ce que nous avons dit, c'est la vérité. Ceux qui ont participé aux élections de 2020 et qui sont dans une posture, il faut qu'ils expliquent aux Togolais d'ici 2025 s'ils iront aux élections, s'ils n'ont pas gain de cause. Il faut qu'ils disent aux Togolais s'ils vont participer aux prochaines élections. Comme je l'ai toujours dit, la politique, c'est un rapport de force. Et tout est dans le discours. Tout est dans le discours. Donc vous serez là en 2025. Mais nous serons là. Comme candidat. Mais si les gens ne Non, comme candidat. Non, si les gens ne s'arrangent pas pour nous disqualifier, pour se retrouver en face des mêmes opposants qui vont perdre les élections, oui, nous serons là. Là, par exemple, vous vous déclarez candidat à la prochaine élection. Non, non, j'ai dit nous serons là. Mais notre présence, ça peut être sous différentes formes. Je n'ai pas dit que je suis candidat. Attendons 2025 pour voir si je vais poser ma candidature. Allô? L'auditeur. Allô? Est-ce qu'on l'a? Il y a cette question de... Allô? Oui. Bonjour, Bonjour. c'est Bozambo. Oui, allez-y, Bozambo. Ok, bonjour à notre invité. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes politicien. Il faut dire la vérité aux Togolais. Soit vous êtes au Togo que monsieur, notre ancien président, a sorti à passage disant que monsieur Thierry Tama n'a pas venu faire la campagne. Pourquoi on y a dit? Donc, vous êtes au Togo et vous dites au peuple togolais que vous n'avez pas écouté ça, ça me fait pitié. Il faut dire la vérité. Pour ce que tu es en train de dire, les gens ils sont derrière vous. Mais si les choses en sont venues, il faut nous éclaircir, pour nous informer. C'est vous qui êtes notre représentant à l'Assemblée. Il ne faut pas venir sur les médias et dire quelque chose que tout le monde, tous les Togolais attendent. Et toi qui dis que tu n'as pas attendu, ça va salir votre politique. Et ma proposition est, le 2005, le 2002, qu'on a, après les élections, vers 18 heures, que M. Jean-Pierre a sorti que un PTT est largement en terre suivi d'Uni. Pourquoi on a été parti, les sortants sont partis pour attaquer la maison de M. le président Aboyome. Donc ça veut dire que l'armée unie n'est pas forte. L'armée est guerrière unie. C'est pourquoi il reste unis fort. Il faut dire la vérité au peuple. Si on est jusqu'à présent, M. Fabra a gagné les élections 2015 et 2010. Nous avons marché à Lomé pendant 4 ans. Pourquoi ils nous empêchent à venir de se manifester? Pour les opposants, il faut être unis. Si à venir dit la vérité ou pas. On est au moment qu'ils vont partir à la CDAO. Qu'est-ce que la CDAO dit? La CDAO dit que M. Abdoulé a raison de se manifester pour rétablir sa victoire. Et vous, il y a l'Assemblée. C'est ça qui me tient maintenant. Vous avez pas traversé. Au moment qu'ils ont ouvert la frontière, vous avez traversé. Si vous avez traversé, c'est pire que ce avant. Il faut faire tout possible pour que la frontière, mais je ne veux pas dire pour traverser avec des drogues, avec tout là. Nous, les passagers à qui sont là, ils n'ont qu'à nous libérer de passer par la frontière. Merci beaucoup, Bozambo, pour votre développement. Bon, on sent que c'est un partisan d'Aboyome. J'ai toujours dit Aboyome, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Si on pouvait faire un débat avec lui au téléphone, j'allais lui poser la question. Ce qui s'est passé, est-ce que Aboyome ne savait pas que ça allait se passer comme ça? C'est pour ça que je dis, tout est dans le discours. Quand vous promettez des choses que vous ne pouvez pas faire, vous avez l'entière responsabilité de ce que vous dites. Moi, ça ne m'engage pas. Et il n'a pas pu répondre à ma question en disant, est-ce qu'eux, ils ont été élégants quand nous, on a été disqualifiés de dire que c'est quand même injuste? C'est tout ce qu'on attendait d'eux. La politique, c'est tu donnes, je donne. Mais qu'est-ce qui permet aux gens, même dans l'opposition, de penser qu'ils ont la pensée unique? Que c'est ce qu'eux, ils pensent, les autres doivent s'aligner. Les gens doivent comprendre que l'opposition est plurielle. Ce que moi, je déplore au niveau de l'opposition, parce que dans certains nombres de partis politiques, ils ont trop de fanatiques. Des gens qui pensent que c'est à travers leur leader et que les autres ne sont rien. Et après, quand ils se font taper dessus, maintenant, ils viennent pleurer et ils veulent qu'on pleure avec eux. La fête de l'intervention de Bozambo porte sur les frontières qui ont été rouvertes. Je ne sais pas si vous les avez déjà pratiquées ou pas. Non, pas encore, mais je ferai une frontière pour voir comment ça se passe. Mais nous avons demandé qu'on puisse ouvrir les frontières depuis longtemps, parce que nous avons une économie qui ne nous permet pas de faire comme les Occidentaux. Pour combien de cas? Donc nous, on n'était pas pour qu'on ferme les frontières jusqu'à ce moment. Et ça a créé une économie parallèle où des gens sont sur la frontière, ils se sont enrichis. Il faut qu'on arrête ça pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui.
Mais moi, ce dont il est en train de parler, je ne suis pas passé pour constater, mais je sais que ça crée une économie parallèle. Il fallait arrêter cette situation pour permettre aux choses de reprendre normalement. Il y a la question de Amavi Clément Soumko. Pourquoi ne pas organiser une élection générale pour la série d'élections à venir afin de réduire les dépenses? C'est ce que nous proposons. Un pays relativement pauvre. Oui, c'est ce que nous proposons. Nous ne pourrons pas nous permettre, alors que nous avons des hôpitaux à construire, nous avons des routes à construire, nous avons des écoles à construire, de faire une élection chaque année. Nous aurons une élection en 2023 régionale, une élection si possible 2023-2024 législative, locale 2024-2025 présidentielle. Pourquoi ne pas coupler les élections 2 par 2 ou bien faire une élection générale en 2025? Mais là, il va falloir modifier la Constitution pour rallonger certains mandats. Les gens vont dire que les gens se sont octroyés des mandats. Peut-être que c'est ce que le gouvernement aussi ne veut pas. Mais à un certain moment, il va falloir que nous puissions coupler les élections pour pouvoir faire des économies. Après Bozambo, allô? Allô. Bonjour. Ici. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, je suis en ligne là. Voilà. J'ai écouté des choses qui m'ont rendu triste, quoi. Lorsque les gens appellent pour dire. Allô? Mais chaque fois que, malheureusement, chaque fois que Madame Messi appelle, on a des soucis pour pouvoir discuter éventuellement et l'écouter lui-même. Il y a des soucis, ça vient, ça Peut-être repart. qu'elle va revenir. Ah, mais en fait, je ne sais pas si elle est... Oui, allô? Excusez-moi de débuter encore, c'est Frédéric. Oui, Frédéric, celui qui soutenait tantôt les positions. Non, c'est pas ça. Oui, qui comprenait sa position. Je vais vous dire quelque chose. Il dit que l'intérêt sera en 2030. Ça peut être bien avant 2030. C'est pas bien avant. En 2030, qu'on aura suffi de la séance un jour. Si ce n'est pas avec lui, c'est avec autre. Mais ça fait très bien qu'avant d'avoir l'intérêt, il faut que le parti au pouvoir accepte et de céder pour avoir à l'intérêt. Tout ce que les gens disent que machin, ça dépendra du parti au pouvoir. Là, si le parti au pouvoir un jour accepte d'avoir l'intérêt, ça sera arrivé. C'est ce qui joue a dit avec ses camarades que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais ça ne sera pas avant, mais après, ça peut être avant, en 2030. Mais on aura l'intérêt un jour dans ce pays. Par rapport à ce que le parti au pouvoir va décider. Je vous remercie. Bien, merci Frédéric pour le deuxième passage, pour cette précision. Je ne sais pas si elle est importante, cette précision. Non, moi je ne ferai pas de commentaires. Je dis par rapport à notre parti, le PDP, nous avons un tic tank, nous sommes en train de travailler et nous pensons que nous pourrons assurer la tendance en 2030. Mais s'il y a un autre parti qui peut le faire avant, nous allons applaudir. Allô? Alors, M. Pierrot, c'est Walid qui revient. Oui. Parce que ma question n'a pas été. J'ai posé une question qui est restée sans réponse. C'était laquelle? Bon, je demande à l'honorable qu'aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés dans le cadre des manifestations de 19 août 2017, ils ont suivi certains qui ont quand même demandé le débat et puis simple du président de la République. Ils les ont fui après. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que ceux-là, ces Togolais-là, rejoignent leur famille? C'est ma question que j'avais posée. Bien, merci. Je pense que je n'ai pas eu cette question. Moi aussi, je ne l'avais pas. Oui, mais on va répondre parce que le cadre permanent de concertation est en train de suivre les recommandations et nous avons demandé que ceux qui ont été pris dans le cadre de ces manifestations soient libérés. Il fallait accélérer les procédures pour que les gens soient jugés et qu'ils puissent avoir. Heureusement, quand on nous a fait le point, il ne restait que 2 personnes pour ces événements et qui ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Donc je pense que le CPC a fait son compte rendu le mardi passé et l'information, peut-être il n'a pas l'information. J'aimerais lui dire que c'est à l'actif de la concertation nationale entre acteurs politiques. Des gens, des fois, ils ne voient pas l'importance de certaines petites choses. Mais nous, notre stratégie, c'est la construction par des victoires d'étape. Et nous sommes en train d'obtenir des résultats, je vous l'assure. Même la levée des frontières, c'est aussi une proposition du cadre permanent. La réouverture des frontières, plutôt, c'est aussi une proposition du cadre permanent de concertation. Nous sommes en train de changer un certain nombre de tests qui vont profiter à un certain nombre de concitoyens, un certain nombre d'institutions. C'est aussi à l'actif du cadre permanent de concertation.
Je ne sais pas si c'est moi qui suis mal informé par rapport à la libération ou à la détention des personnes à la prison civile de Lomé ou ailleurs sur l'étendue du territoire national. Récemment, on a appris quand même qu'ils étaient des dizaines. Le point qu'on nous a fait, ça, ce n'est pas nous. Et je ne vais pas donner le nom, mais c'est un collègue de l'opposition à qui on a confié ce travail et qui faisait partie de la coalition des 14. Donc, il vous parlait de 2 personnes. Non, quand vous voyez la liste de ceux qui devaient être jugés, ceux qui ont été jugés et qui devaient être relaxés dans le cadre de ces manifestations, il paraît que c'est seulement 2 personnes et qui ont bénéficié d'une grâce présidentielle. C'est le point qu'on nous a fait. Mais je sais qu'il y a d'autres événements qui ont fait en sorte que les gens puissent se retrouver là-bas. Peut-être qu'il faut également regarder leur cas, au cas par cas, pour voir ce que nous pouvons faire pour eux. Il y a la question de Koufi Oredola Guy à Gansa. Qu'est-ce que l'arrivée du PDP apporte comme impact dans le panier de la ménagère? Dans notre discours, la pression que nous faisons sur le gouvernement, la diplomatie du couloir pour des questions liées à l'éducation, à la santé, qui permet de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, quand vous parlez du panier de la ménagère, est-ce que vous savez que c'est le NET et le PDP? Nous abordons les questions sociales. Mais dites-moi, quel est le parti avant nous qui abordait les questions sociales? Nous faisons des comptes rendus de ce que nous faisons comme séance. Dites-moi, quel est le parti avant cette législature ou bien mandature qui faisait des comptes rendus de ce qui était fait au Parlement? Nous-mêmes personnellement, nous donnons de notre argent, nous donnons de notre temps pour faire des dons, pour distribuer des kits. Dites-moi, quel est le parti avant nous, avant les centristes, qui pouvait le faire? Donc nous, je vous assure que notre arrivée a impacté la manière d'abord de gouverner et certaines décisions du gouvernement. C'est notre actif, quoi qu'on dise. C'est un autre actif. Mais concrètement, en fait, le fond de la question, de la pensée de l'auditeur, c'est que vous le savez, la vie et les Nous ne sommes pas à l'exécutif. Il ne faut pas que les gens fassent des confusions. Nous ne sommes pas à l'exécutif. Mais si j'étais à l'exécutif, vous me posez ces questions, je vais vous dire, voilà les dispositions que j'ai eu à prendre. Et si vous n'êtes pas satisfait, on peut en discuter. Mais qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je ne peux que commenter également, comme les Togolais, les dispositions que l'exécutif prend. Mais qu'est-ce que vous conseillez à l'exécutif? On a dit de plafonner. On a dit de subventionner certains produits. Mais ça a été fait. Mais c'est en fonction de nos moyens. Un peu le pétrole, c'est pareil. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut poser à l'exécutif, pas à nous. Nous commentons, nous faisons la pression. Des fois, nous avons gain de cause, des fois, nous n'avons pas de gain de cause, mais nous continuons pas à faire la pression. Vous sentez que c'est bien géré, cette crise-là? Je n'ai pas dit que c'est bien géré. Donc je pose la question. Je dis que nous faisons toujours la pression. Et nous faisons la pression mieux que ceux qui étaient là avant nous. Nous faisons la reddition des comptes. Nous avons une responsabilité de redevabilité, ce qui n'existait pas avant nous. Ce qui n'existait pas. Personne ne venait vous dire ce qui se passait au Parlement. Non, mais en fait, les gens venaient. Mais ils venaient. Les députés venaient. Ils ne parlaient que des questions politiques. Il ne parlait pas que des questions politiques. Sinon, sortez-moi les émissions depuis 5 ans. Il ne parlait que des questions politiques. Nous allons sortir tout à l'heure pour aller dans les archives. Oui, il ne parlait que des questions politiques. Les questions de société, c'est essentiellement nous qui abordons ces questions. Vous pensez que sous les autres législatures, s'il y avait la vie chère, on ne poserait pas des questions liées à la vie chère? Vous poserez des questions à la vie chère, mais je ne vois pas. D'abord, eux-mêmes, ils n'en parlaient pas. Nous en parlons tout le temps, nous sommes dans les médias, et nous faisons la pression sur les membres du gouvernement, nous interpellons les ministres. Combien d'interpellations ils ont eu à faire lors de la récente législature? Sortez-moi les documents. Combien d'interpellations? Mais vous voulez qu'on sorte les documents là? Combien d'interpellations? Vous voulez qu'on sorte les documents? Oui, sortez vos archives, et puis vous allez également au Parlement. Vous allez au Parlement nous montrer les interpellations que les députés de l'opposition faisaient avant nous. Sortez-les. Et il serait intéressant parce que vous voyez, quand nous, personnellement, quand nous faisons nos débats, ceux qui sont nos partisans, même quand ils suivent des débats, les gens sont trop aigris. Ils n'ont qu'à mettre la balle à terre. C'est pas nous. Nous ne sommes pas comptables de ce qui est arrivé. Hein. Nous venons d'arriver. Hein. Nous sommes, eux là, la situation dans laquelle nous sommes là, ils sont comptables avec ceux qui ont dirigé. Nous, on n'est pas encore comptables. C'est maintenant que nous venons dans la politique. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup plus à ces leaders-là. Et à un certain moment, il va falloir quand même que vous invitiez, par exemple, les leaders des différentes tendances politiques pour qu'ils puissent avoir un débat. Comme ça, les gens sauront qui dit la vérité. Non, mais en fait, vous voulez bien nous aider à faire cette invitation-là? Non, mais par exemple, en Europe, en France ou aux États-Unis, on aurait pu trouver un tel débat avec un contradicteur qui est, par exemple, Madame Adiabongo. Comme ça, les gens sauront. Parce qu'on va se poser des questions. Vous avec Mme Adjamagbo? Non, c'est un exemple que je vous donne. Non, mettons là-bas. C'est un exemple que je vous donne. Oui, mais en fait, est-ce que cet exemple n'est pas mal choisi? Puisque vous êtes tous de l'opposition.
Même quand vous avez en face Mme Adjak, bon, peut-être que vous avez aussi le ministre du Commerce. À un moment aussi, on lui pose des questions. Mais c'est là où vous saurez qui dit la vérité. Parce qu'il n'y a pas cette contradiction et c'est ce que nous déplorons. Et vous pouvez trouver un débat entre, je ne sais pas, le ministre de quoi et puis peut-être un représentant du CAR. Vous pouvez trouver un débat entre un représentant du net et puis un autre. C'est ça la contradiction pour que nous puissions gagner. C'est noté. Il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons tenter encore quelques auditeurs si ils ont des questions. J'ai quand même des commentaires qui sont laissés par un certain nombre d'auditeurs. Il y a par exemple ce commentaire là que je prends comme ça. Le rôle des députés est-il de faire des dons? Est-ce que vous avez parlé des dons? Oui, j'ai parlé des dons. Non, notre rôle, nous avons également une responsabilité sociale. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Personne ne nous oblige à le faire. Nous ne disons pas que ceux qui ne l'ont pas fait avant nous n'ont rien fait. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que depuis que nous sommes arrivés en politique et notre façon de faire la politique, ça a impacté la vie de nos concitoyens. Il ne faut jamais l'oublier. À travers les interpellations, nous-mêmes nous allons au front à travers nos dons. Et quand vous allez voir les dispositions que le ministre du Commerce a eu à prendre, quand vous voyez nos différentes interpellations avec notre collègue Tama, quand même, nous avons fait en sorte qu'il y ait le maximum de pression. Allô? Oui, allô, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour honorable. Oui, bonjour. En fait, je vous suis avec intérêt. C'est qui s'il vous plaît? C'est Krishna Sauveur. Ok, allez-y. Ok. Je suis l'honorable avec intérêt, mais je suis vraiment navré qu'il est en train de faire la même erreur comme ses prédécesseurs. Je trouve que son discours, c'est un peu du tout rassembleur. C'est bien vrai qu'il dit la vérité, mais il se prend, c'est comme si, bon, lui, il fait que les autres ne font pas avant quoi. Maintenant, j'ai juste deux questions à lui poser. Ma première question est de savoir s'il pense qu'un seul parti politique aujourd'hui peut arriver à prendre le pouvoir, que ce soit par élection, je ne sais pas quoi. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, bon, ça fait une suite logique à la première question, en fait. Sinon, qu'est-ce que le PDP fait aujourd'hui envers les autres partis de l'opposition pour les rassembler? Parce que quand ils parlent, on a tendance à ce, comme ils se disent, bon, entre-temps, nous, on avait eu des soucis, nous ne l'avons pas soutenu, donc nous aussi, on ne pouvait pas les soutenir. Et nous sommes dans ce discours, je pense qu'on n'ira nulle part. C'est noté, cher ami. Notre invité va réagir sur la première partie de la question. Oui, ce qui fait aussi notre originalité, c'est que nous sommes sincères. Nous sommes sincères. Nous n'avons ni un discours radical, nous avons beaucoup plus un discours rassembleur. C'est très difficile de... Mais en fait, ce discours, est-ce qu'il est rassembleur? Il est rassembleur, puisque nous disons... C'est ça la deuxième partie de la question. Non. Les gens ont fait des erreurs qu'ils ne veulent pas assumer. Il faut qu'ils assument leurs erreurs. Ça, nous n'allons pas transiger là-dessus. Ils ont fait des erreurs. Ce que vous appelez des erreurs, vous le martelez tout le temps. Oui. Est-ce que, quelque part, le fait, ce n'est pas de diviser? Non, ce n'est pas de diviser. C'est pour dire que quand nous nous retrouvons sur une table, écoutez-nous, puisque les gens font de la dictature au niveau de l'opposition. Ce que l'auditeur oublie, ce n'est pas ce que vous voyez, la vérité. Mais ce que vous ne voyez pas impacte, nous, la vie de 7 à 8 millions de Togolais. Mais les gens dans les couloirs, ils ont des comportements bizarres. Et quand on doit prendre des décisions, ils disent que c'est eux. C'est nous qui avons l'électorat. Ils vous imposent une décision. Et certains parmi, par exemple, quand vous allez dans une coalition, des fois, peut-être que c'est ce que le gars du PSR ou bien quelqu'un d'autre a dit. Peut-être que c'est ça qu'il faut adopter, mais on va lui dire, toi, tu pèses quoi? C'est ça qui a mené les échecs. Donc, il faut que les gars, il faut qu'à un certain moment, les gens assument leurs responsabilités. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Pas manque de stratégie, pas manque de vision. Ça ne veut pas dire, quand je finis de dire ça, je n'attaque personne. Je ne parle que de leur stratégie. Mais eux, à longueur de journée, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi qui le fais. Le numéro 2 de la présidentielle de 2020 et le numéro 3, à longueur de journée, les militants ne font que s'attaquer. C'est eux qui divisent, ce n'est pas nous. Combien de fois, nous ne faisons que des constats? C'est pour dire que nous avons besoin les uns des autres. C'est pour ça que nous, notre discours est rassembleur. Et nous voulons dire aux concitoyens, parce que pourquoi nous sommes obligés de dire la vérité? Quand on nous dit pourquoi vous n'avez pas soutenu ici, pourquoi vous ne dites pas que demain vous allez prendre le pouvoir, on dit non, ce n'est pas un discours réaliste. Donc il faut que nous soyons réalistes. Et nous disons, il faut l'ensemble de l'union de l'opposition pour peut-être un jour parvenir. Mais maintenant, quand il dit que parce que les gens ne nous ont pas soutenus, on ne va pas les soutenir, moi j'ai un discours franc. La politique, c'est ça. Mais la politique, c'est ça. Parce que les gens, ils ne nous montrent pas qu'ils ont besoin de nous.
Vous l'avez dit suffisamment. La première partie de la question, c'est sur l'éventualité d'une alternance. Est-ce que ça peut se réaliser par un seul parti politique? Non, un parti politique, dans le cas du Togo, ça sera très difficile. Quand nous voyons nos différents résultats aux dernières élections, je pense quand même qu'il faut qu'on se soutienne pour pouvoir parvenir à l'alternance. Un seul parti politique, dans le cas actuel, ça sera difficile. Mais nous sommes contre également des coalitions. Parce que les coalitions, c'est des paniers à crabes. Les gens ne sont pas sincères. Donc, il faut trouver une autre formule. Dans l'introduction de cette émission, je parlais de la journée de l'Afrique qui a été célébrée le 25 mai dernier. Et je parlais également des défis qui sont liés à ce que nous célébrons sur le continent. Parmi les défis, il y a les défis sécuritaires. Nous allons dire un ou deux mots de la dernière attaque de Pekpa Kandi. Cette attaque a été revendiquée par un groupe. C'est dommage parce que moi, comme je le dis, c'est toujours la bêtise des Occidentaux. Ils sont partis déstabiliser un pays comme la Libye, qui était le seul pays à n'avoir besoin ni du FMI ni de la Banque mondiale. Et voilà, les conséquences collatéraux, c'est nous qui les subissons. Et ils ont installé, c'est maintenant un terreau de développement de tout ce qui est extrémisme violent, djihadisme. Ce qui fait que ça nous atteint maintenant et ils vont revendiquer. Bon, ça, ce n'est pas un secret parce que les renseignements le savaient déjà. Mais maintenant, il faut que nous puissions prendre un dispositif pour permettre de sécuriser notre zone, donner les moyens aux forces de sécurité et de défense, utiliser la technologie dans notre approche parce qu'il faut qu'on utilise des drones et les nouvelles technologies. Il faut que les gars soient outillés même la nuit pour pouvoir riposter. Donc, est-ce que nous avons l'ensemble de ces équipements? Et puis, il faut aussi dans ces endroits, parce que c'est des endroits où la pauvreté est très élevée, il faut des infrastructures sociales, des infrastructures sociaux. Donc, quand vous finissez de faire ça, je pense que les gens vont commencer par collaborer avec vous et les gens vont vous donner les informations pour lutter parce que c'est une guerre asymétrique. Hein. Tous ceux qui sont là-bas, vous ne savez pas, l'ennemi, il vient d'où? Quand on parlait de drones, quand on parlait de matériel, mon souci, c'est que les Américains, ils ont les drones, ils ont les matériels, les Français, ils ont les drones, les matériels. Mais pourquoi ils ne les pas mais ils peinent à venir à bout de ce qui est carrément une nébuleuse. Je pense que c'est un manque de volonté. Vous savez, le malheur des gens fait le bonheur des autres. Dans le Sahel, vous pensez que c'est une... Oui, le malheur d'un certain nombre de pays africains fait le bonheur d'autres personnes. C'est pour le sous-sol. Mais comment vous pouvez imaginer que des puissances comme ça ne puissent pas venir à bout des gens qui sont avec 2 fusils, des Kalachnikov à moto, avec tous les renseignements qu'ils ont avec les satellites? C'est de l'hypocrisie. Il faut qu'on puisse nous aider à sécuriser le Sahel pour nous sécuriser les pays côtiers. Il nous reste quelques secondes. Je vais vous laisser les quelques secondes là pour terminer l'émission. Nous avons un très beau pays, je ne cesse de le dire. La première révolution que nous devons faire, c'est la révolution au niveau des mentalités. Nous devons nous aimer, on ne s'aime pas assez. La deuxième chose que nous devons faire, nous devons donner du pouvoir d'achat à nos Togolais. Nous devons faire en sorte de pouvoir enrichir les Togolais. Parce que si les Togolais sont riches, nous-mêmes, nous avons un pays qui sera riche. Nous devons faire une troisième chose, c'est faire un gentleman agreement au niveau de l'opposition pour que nous ayons plus d'élégance dans notre manière de faire la politique. Et nous devons être patients. La patience doit nous amener d'ici quelques années et que nous assurons que nous allons assurer l'alternance d'ici 2030 à travers le discours, à travers une méthode avec une très bonne stratégie qui nous permettra de pouvoir en 2030 vous dire c'est nous qui avions raison. Je vous remercie. Merci d'être passé, Nizosan Kagbara. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du parti, le PDP. L'émission s'achève ainsi. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Athiogbe. Bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.